Une rencontre avait lieu à la librairie Ombre Blanche, mardi 13 septembre 2022, autour du livre collectif Histoire des femmes et du genre de l'Antiquité à nos jours, paru aux éditions Armand Collin, avec ses co-autrices, toutes trois enseignantes à l'Université Toulouse-Jean Jaurès, Sylvie Chaperon, professeure d'histoire contemporaine, membre de l'IUF et du laboratoire Framespa, Adeline Grand-Clément, maîtresse de conférences en histoire ancienne et membre de l'équipe PLH Erasme, et Sylvie Mouisset, professeure d'histoire moderne et membre du laboratoire Framespa. Bonjour à toutes et tous. Merci d'être venus nous écouter, vous présenter collectivement. On est nombreuses, hein. Il y a un premier rang juste devant qui va ensuite monter sur l'estrade. Vous présenter collectivement donc cet ouvrage. On est 31 autrices, auteurs dans cet ouvrage, donc vous voyez qu'il y a du monde. Alors moi je vais juste rappeler comment se situe ce projet dans une histoire un petit peu plus longue des études de genre à Toulouse et de la place un peu importante que tient Toulouse dans cette histoire des études de genre, et puis rappeler un peu la genèse du projet. Et ensuite, je passerai la parole à Adeline Grand-Clément, professeure d'histoire ancienne à Toulouse-Jean Jaurès, et Sylvie Mouisset, professeure d'histoire moderne à Toulouse-Jean Jaurès. Et moi, je suis professeure d'histoire contemporaine du genre. Je tiens à rappeler le fléchage qui est assez rare en France. J'ai un poste fléché genre. Voilà. Donc Toulouse tient effectivement une place importante puisque, vous le savez sans doute, l'histoire des femmes, bien sûr qu'on pourrait remonter bien avant les années 70, mais l'histoire des femmes a vraiment pris son envol dans les années 1970, en parallèle du mouvement de libération des femmes des années 70. Et d'ailleurs, on va dire que toutes les disciplines, la sociologie, l'anthropologie, la philosophie, etc., toutes les disciplines ont été retravaillées par ce mouvement féministe et par le regard critique que ce mouvement portait sur la façon traditionnelle de faire les sciences dites de l'homme. Alors, les premiers groupes qui se constituent en France, qu'on appelle groupe d'études féminines à l'époque ou groupe d'études féministes à l'époque, c'est vraiment au début des années 70, 73 par exemple à l'Université de Provence avec Yvonne Knibiller, 1974 à Jussieu, Paris, avec Michel Perrault et d'autres. Et puis Toulouse, c'est dès 1976, Jacqueline Martin qui est là pour en témoigner, dès 1976 que les premières unités de valeur, comme on les appelait à l'époque, d'enseignement sont créées, à la fois en histoire, en sociologie et en philosophie. Et le premier groupe de recherche qui est créé à Toulouse, c'est le GRIEF, groupe de recherche, d'information et d'études sur les femmes, qui a été créé en 1976. Donc nous venons en quelque sorte dans la foulée de ces premiers groupes. Alors les années 80, avec notamment l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir, ont permis une institutionnalisation, une reconnaissance et un financement de ces recherches un peu partout en France. Donc c'est à Toulouse que va se tenir en 1982 le premier grand colloque qui s'appelait Femmes, féminisme et recherche, et qui visait à montrer l'ampleur d'un champ interdisciplinaire en plein essor, qu'on appelait les études féministes à l'époque, qui ont pris ensuite le nom d'études de genre. Et ce colloque a reçu le soutien à la fois du ministère de la Recherche, avec Chevènement, et celui du droit des femmes, avec Yvette Roudy, et aussi le CNRS avec Maurice Godelier. Donc c'était un moment fort de l'institutionnalisation. Et dans la foulée, il y a eu des postes créés par le ministère, et Toulouse a eu un poste d'histoire des femmes qu'a détenu Marie-France Brive à partir de 1985 jusqu'à son décès en 1993.
Voilà, donc là, c'est la période de l'institutionnalisation. Alors nous arrivons derrière tout ça, et on peut dire qu'il y a du chemin qui a été fait. Il y a bien sûr des cours qui ont essaimé un petit peu partout, et puis dans tous les grands labos de l'Université de Toulouse Jean Jaurès, vous avez soit un groupe, soit un axe, soit une sous-thématique sur les questions de genre, qui sont maintenant regroupés dans le réseau Arpège, qui rassemble toutes ces personnes qui font des études de genre à Jean Jaurès, à l'IEP, à Paul Sabatier, à l'ESP, à Toulouse-Capitole aussi. Il y en a aussi à Toulouse-Capitole. Peu, mais il y en a. Voilà. Alors, nous avons réalisé au début des années 2010, si ma mémoire est bonne, mais vous allez peut-être compléter là-dessus, nous avons réalisé que nous avions dans le département d'histoire et au laboratoire Framespa et PLH un atout assez considérable puisque nous étions nombreuses des 4 périodes à faire de l'histoire des femmes. On avait 2 personnes en histoire ancienne, 2 personnes en histoire médiévale, 2 personnes en moderne, puis 3, 2 personnes en histoire contemporaine, puis 3. Et donc on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose de ça. En même temps, ce n'est pas parce que vous regroupez des historiennes ensemble qu'elles vont forcément avoir un projet commun. On était sur des tas de projets différents. Et donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire de commun? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble qui soit fédérateur malgré toutes nos recherches différentes? Et évidemment, on a pensé aux sources. On s'est dit, nous travaillons toutes sur des sources qui, dans la grande majorité des cas, invisibilisent les femmes. Et donc, nous avons les mêmes difficultés, finalement, à documenter l'histoire des femmes à travers des sources qui les masquent ou les caricaturent ou les réduisent. Voilà. Donc, au départ, c'était un projet de faire un manuel d'histoire centré sur la question des sources et un manuel, donc, transpériode sur les 4 périodes. Ce qui est assez novateur, assez rare quand même. Et voilà. Alors, chemin faisant, le projet a pris de l'ampleur. En prenant de l'ampleur, il a pris du retard. Donc, on a beaucoup relancé les unes et les autres, parce que parfois, dans un chapitre, vous avez 6 personnes qui travaillent sur le même chapitre. Donc, c'est évidemment très difficile de rendre tout ça cohérent, de respecter les délais. On a eu, grâce à l'IUF, d'ailleurs, il y a un logo IUF sur le livre, un budget qui nous a permis de recruter une éditrice, qui nous a aidé à un peu lisser tous ces styles différents, 31 personnes qui font évidemment cette histoire. Il fallait que ce soit lissé par derrière. Voilà, donc au final, on se retrouve avec un chapitre, 12 chapitres, thématiques. Pour la plupart, j'ai fait le calcul, ils sont transpériodes, mais vous avez quelques chapitres sur 2 périodes seulement et 2 chapitres sur l'histoire contemporaine, où il y a eu des sources nouvelles qui ont émergé. Et aussi, nous avons tenu à laisser une grande place aux jeunes chercheurs, doctorants, jeunes docteurs. Et donc, ils sont nombreux, ils et elles sont nombreux aussi à avoir contribué parce que ce sont ces personnes-là, bien sûr, qui renouvellent la recherche. Voilà, en un mot, comment on peut situer le projet dans le temps un peu plus long. Alors, je prends le relais. Donc, en fait, vous avez là, on ne s'est pas coordonné pour les couleurs, mais un bleu, blanc, rouge, mais volontairement, on s'est mis dans un ordre différent. Le petit comité de pilotage, mais vous avez bien compris que ce manuel est vraiment une entreprise collective. C'est ça qui en fait la richesse, en fait, et c'est ça qui explique la longueur de la genèse du projet. Et c'est pour ça qu'on est très heureuse, je pense, toutes les 3, et toutes les collaboratrices et collaborateurs, que ce projet arrive à devenir ce livre qu'on peut tenir entre ses mains. Et je dois également souligner que quand on est universitaire, parmi les travaux qui vont être valorisés dans nos dossiers, etc., ce sont beaucoup des livres scientifiques, des articles scientifiques. Et quand on écrit des manuels, c'est peut-être moins pris au sérieux, alors que c'est décisif, en fait, pour faire passer dans le champ de l'éducation, de l'enseignement, des choses qui se font dans le domaine de la recherche. Mais c'est un travail qui est aussi difficile parce que ça oblige à faire des choix, à simplifier, à résumer. Et
12 chapitres, ça paraît peut-être beaucoup, mais on a dû se contraindre énormément. Il y a encore plein d'autres thèmes qu'on pourrait aborder. Il pourrait y avoir un volume 2. Et même à l'intérieur des chapitres, il a fallu concentrer, quand on demandait à des collaborateurs ou collaboratrices de faire en 1 page ou 2 pages la synthèse sur telle ou telle chose, ça devenait vraiment un exercice très difficile. Mais je crois que le résultat, enfin, en tout cas, c'est le public qui le dira, le résultat est réussi dans le sens où on a réussi à aborder quand même beaucoup de thèmes différents et à relever ce pari qui est d'aller de l'Antiquité jusqu'à la période contemporaine. C'est ça, une des forces du manuel aussi, qui est destiné à la fois à des personnes qui veulent prendre en compte les questions de genre dans leur enseignement, que ce soit dans le secondaire ou à l'université, mais également tous les jeunes chercheurs, toutes les jeunes chercheuses qui ont envie de se lancer dans l'histoire des femmes et du genre et qui recherchent des gisements documentaires. Parce qu'en fait, Sylvie Chaperon l'a déjà dit, hein, l'objectif c'était de parler des sources. Et donc, chaque chapitre, ils sont très différents, ils ont des types d'entrées très différents. C'est pas forcément thématique, parfois c'est par type de sources, hein, les sources médicales par exemple, les articles de presse. Ça peut être par type de source, mais plutôt axé sur la méthodologie, notamment la question des images ou de l'audiovisuel, ou ça peut être des grands thèmes, religion, politique, etc. Mais à chaque fois, dans chacun de ces chapitres, on a essayé de faire tenir ensemble ces deux choses que sont l'historiographie, c'est-à-dire les publications les plus récentes, une actualisation en fait, des connaissances dans le domaine et de remonter un peu dans le temps pour voir comment ces connaissances se sont construites et comment au départ il y avait une invisibilisation des femmes non seulement dans les sources mais aussi dans les travaux des historiennes et des historiens qui ne prenaient pas en compte cette dimension-là à la question du genre. Et comment ensuite elle est arrivée et donc des travaux, parfois des travaux très récents, on a des petits encarts, parfois sur la mise au point autour d'un travail de doctorat qui vient d'être soutenu. Et donc, ça montre un peu ce dynamisme de la recherche et ça évoque aussi cette partie historiographique des pistes encore à défricher. Donc, il y a plein de choses à faire, c'est plein encore d'études à mener. Et puis, donc, l'autre aspect qui est présent dans tous les chapitres, c'est cet intérêt porté aux sources. Donc, essayer de présenter aux lecteurs, aux lectrices, l'ensemble des types de documents, enfin, pas l'ensemble, non, pardon, un éventail, une palette, des types de documents qu'on peut utiliser si on veut se lancer dans l'histoire du femme et du genre sur telle ou telle période. Donc, comme le disait Sylvie Chaperon, il y a des chapitres qui ne traitent que de 2 périodes, voire une période, mais sinon, la plupart traitent effectivement des 4 périodes. Donc, soit ces 4 périodes sont entremêlées dans le bilan historiographique et ensuite dans la présentation des sources, soit des chapitres font des entrées antiquité, vous verrez, hein, il y a les 2 cas de figure. C'est en fait assez difficile de s'affranchir de cette périodisation, antiquité, Moyen-Âge, époque moderne, époque contemporaine, non pas tant parce qu'on croit que ces barrières-là qui ont été fixées de manière un peu arbitraire, elles valent pour l'histoire des femmes et du genre, pas du tout, au contraire, hein, il faut les franchir, mais parce que quand on fait appel à tel ou tel collaborateur ou collaboratrice, on est spécialiste d'un champ. Et donc, on est un peu prisonnier parfois de ces périodes. Mais vous verrez que même dans les sections Antiquité, Moyen-Âge, moderne et médiévale bon, je l'ai pas fait, Antiquité, Moyen-Âge, moderne, contemporaine, on va y arriver. On montre très bien qu'il y a des porosités et des échos. Et donc, suivant les thèmes à aborder, c'est possible de le montrer encore plus. Je voulais peut-être... Oui ? Je voulais juste terminer sur la couverture. Vous voyez que ça a été compliqué en fait de choisir la couverture. Bon, finalement, c'est pas c'était peut-être pas le choix de tout le monde, mais l'intérêt que j'y vois, c'est qu'en fait, on voit très bien que ce portrait, il se dessine comme ça avec des blocs, des briques. C'est un peu ce manuel, c'est un peu ça. On apporte des briques, hein, il se lit, on peut prendre juste un chapitre, juste un bout de chapitre. C'est aussi comme ça qu'on accède à cette question des femmes et du genre à travers nos sources, par des briques, des sortes de kaléidoscopes. C'est particulièrement vrai pour l'Antiquité, et Sandra Perrin-Degas en parlera tout à l'heure, mais on a des sources très éparses, et donc il faut rassembler, donc de briques et de brocs, mais on y arrive, hein, et je pense que le manuel le montre. Mais je m'arrête là. Alors, je n'ai pratiquement plus rien à dire, puisque tout a été dit, et je vais peut-être céder la parole très très vite aux intervenantes, mais je voudrais juste ajouter peut-être un mot sur le fait que cet ouvrage manquait.
C'était un chaînon manquant. C'est un outil de recherche, et c'est un outil de recherche qui, au départ, visait un public on va dire, d'étudiants de la licence au doctorat, mais qui, aujourd'hui, maintenant qu'il est terminé, on peut l'ouvrir très simplement parce que on l'a voulu très clair, et de fait, il dépasse largement le public étudiant. Donc, toute personne qui s'intéresse à l'histoire des femmes et du genre, y trouvera des choses qui l'intéressent et aura son grain à moudre, sans problème. Son architecture est simple et il est facile de s'y balader à l'intérieur, même à la limite, même sans sujet prémédité. Qu'avais-je à dire d'autre ? Non, on va peut-être enchaîner tout de suite parce que je vois que le temps passe. On va enchaîner. Chacune d'entre nous va présenter maintenant en quelques minutes l'un des chapitres qu'elle a rédigé ou le chapitre qu'elle a rédigé. Et là, il se trouve que nous étions en tandem, Isabelle Lacoulabart et moi, Sylvie Mouisset, pour rédiger le chapitre sur les récits personnels. Et nous n'en étions pas à notre coup d'essai, puisque nous. Alors voilà, cet ouvrage, c'est aussi un livre d'amitié, un livre de relations tissées de longue haleine, à la fois pour construire, à la fois nous nous sommes rencontrés sur les terrains pédagogiques, mais aussi scientifiques, et donc nous avons décidé, Isabelle et moi, de rédiger le chapitre récit personnel, moi pour la période moderne et Isabelle pour la période contemporaine. Alors le titre du chapitre est un peu long, mais cette longueur s'explique. Se dire, s'écrire, trace de soi, nous avons beaucoup réfléchi. Les récits personnels à l'épreuve du genre. Alors pourquoi avons-nous beaucoup réfléchi ? Eh bien précisément parce que nos supports du XVIe au XXIe siècle, nos supports évoluent, les sources évoluent et même leur support matériel évolue. Moi, je me contente la plupart du temps de papier, parfois de parchemin, mais c'est beaucoup plus rare. Alors qu'Isabelle, je vais te céder la parole tout de suite, tu vas évoquer tes supports. Oui, alors c'est beaucoup des supports textuels aussi, mais en fait, la particularité pour les sources personnelles contemporaines, c'est qu'il y a cette masse très importante des sources orales qui interviennent et qui viennent en fait nourrir globalement cette histoire des femmes et du genre, qui se sont développées en fait tout au long du XXe siècle, mais surtout en fait à partir de la Seconde Guerre mondiale, avec le développement de l'histoire orale, et qui en fait sont extrêmement précieuses parce que elles viennent compenser cette invisibilisation qu'évoquait Sylvie, qu'évoquait aussi Adeline. Elles viennent compenser une asymétrie d'autres types de sources, et donc elles permettent aussi d'entendre les voix de sans-voix ou de personnes qui ne prendraient pas la plume, en l'occurrence des femmes. Donc on a cet ensemble très vaste de sources orales qui sont très précieuses ici pour l'histoire des femmes et du genre. Mais pour la période contemporaine, en fait, c'est pas tout du tout. Et puis ça, c'est vraiment pour la période plutôt 20e et 21e siècle. Il y a aussi un très abondant vivier d'écrits qui se sont particulièrement développés au 19e siècle avec les journaux. Qui peuvent être des journaux intimes, ça peut être aussi des journaux de voyage, il y a toutes sortes de journaux, des journaux de santé, du corps en quelque sorte, qui sont aussi très présents. On a un certain nombre de documents écrits qui sont aussi des correspondances, bien sûr, donc très abondantes, et puis qui sont là très précieuses parce que elles permettent aussi parfois de sortir de l'espace privé auquel on rapporte souvent ces écrits personnels, dans la mesure où ça permet, dans un certain nombre de cas, de tisser des réseaux, des réseaux de sociabilité. Entre épistolières. Donc c'est un autre pan très important. Alors simplement peut-être aussi pour ajouter que par rapport à l'ensemble général du chapitre, que ces sources personnelles, elles font quand même l'objet d'une attention croissante dans les travaux historiens. En fait,
croissant, mais déjà ancré, puisque ça a commencé à partir des années 1960. Mais croissant avec de très nombreux travaux récemment. Je pense par exemple aux travaux de Philippe Artière, travaux aussi, Sylvie, bien sûr. Et puis, c'est en fait un intérêt combiné, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'histoire qui se penche sur les sources personnelles. Beaucoup d'anthropologues s'y sont aussi beaucoup intéressés. Je pense aux travaux de Daniel Fabre, par exemple. Et puis, les sociologues, bien sûr, les linguistes. Et là, la figure un peu incontournable dans ce domaine, c'est celle de Philippe Lejeune. Donc, et ce qui peut témoigner aussi de l'abondance de ces sources, c'est l'existence d'une association qui a été créée au début des années 1990, l'APA, l'association. Alors, j'hésite toujours. Oui, c'est ça, pour l'autobiographie, pour le patrimoine autobiographique. Voilà. Donc, aussi, c'est bien. Qui rassemble un certain nombre de documents qu'on peut verser, que chacun ou chacune peut verser, et qui est ensuite assez largement à disposition des chercheurs et des chercheuses. Donc c'est un ensemble qui est extrêmement vaste et qui croise des intérêts communs de différentes disciplines. Et en fait, ces différentes disciplines se nourrissent. Et en tant qu'historienne, on va utiliser bien entendu les travaux d'anthropologues, de littéraires pour mener nos propres recherches. Alors moi, j'en étais au support, donc oui. Tu es allé au-delà, mais c'est très bien. Donc je vais essayer de te rattraper. Que sont mes papiers ? Je vais le faire très vite, je vais le dire très vite. Il s'agit de livres de famille, de livres de raison, c'est-à-dire de livres de contes, mais aussi de correspondances, et là je rejoins Isabelle, de journaux, dans la période tardive, à partir du milieu 17e et 18e et au-delà, de journaux intimes. Alors, notre bonheur, c'est de débusquer des archives privées, c'est-à-dire de sortir finalement des sentiers battus des archives publiques, des fonds publics, des fonds institutionnels, et d'aller vers des fonds privés qui sont à la fois conservés, qui peuvent être conservés dans des dépôts d'archives publiques. C'est la série J des archives départementales, ou la série AP des archives nationales, ou la fameuse LN 27 de la BNF, bien connue de Philippe Lejeune. Et à la fois, ça nous permet aussi de rencontrer des propriétaires d'archives privées qui nous ouvrent leurs portes, et là ce sont de véritables aventures. Alors vous-même qui êtes là avez peut-être, je vois que le public est assez jeune, donc vos grands-parents ont peut-être des archives privées, et je lance toujours un appel quand je parle des égaux documents ou des écrits du fort privé. Eh bien vous pouvez déposer vos archives familiales dans les dépôts d'archives départementales, c'est le plus simple de vos résidences. Vous pouvez même les donner à numériser et les récupérer. Enfin, toutes les solutions sont possibles. Il suffit de voir un conservateur d'archives et toutes les solutions sont envisageables. Voilà. Alors maintenant, peut-être, pour finir, posons la question du genre, c'est-à-dire qu'est-ce qu'apporte finalement le questionnement genré à nos travaux. Parce que ce qu'il faut bien dire, c'est que je crois qu'Isabelle ne l'a pas dit, donc j'en profite, ce qu'il faut bien dire, c'est que pendant très longtemps, ces archives privées, ces récits, ont été juste utilisés comme illustration de sujets bien plus lourds, bien plus imposants, en histoire économique, en histoire politique, etc. De temps en temps, on allait chercher le journal d'un tel, si possible célèbre, pour évoquer la face, le côté jardin finalement de la vie publique. Et aujourd'hui, on n'en est plus du tout là. On peut dire que depuis une cinquantaine d'années, puisque l'aventure recommence, parce qu'au XIXe siècle, on a beaucoup inventorié des fonds privés, mais depuis 1961 exactement, c'est-à-dire depuis que Robert Mandrou a appelé les historiens, et notamment les modernistes, à retrouver, à déceler, à retrouver ces fonds privés. On peut dire qu'on les étudie pour eux-mêmes, ce que tu disais tout à l'heure avec les travaux de Philippe Artière notamment, et non plus comme simple objet illustratif. Alors, quid du genre ? Alors, quid du genre ? Déjà, l'apport, c'est extrêmement difficile de limiter les apports de ce type de sources, mais peut-être, en fait, on a tiré quelques fils dans l'ouvrage qui sont, par exemple, l'apport que peuvent représenter ces documents dans l'écriture de l'histoire du corps, de l'histoire de la santé, de la médecine. Donc, il y a quelques exemples de documents qui sont d'ailleurs analysés dans des encarts dans les chapitres.
des apports également dans l'histoire de la sexualité. Je pense par exemple à un ouvrage qu'on cite abondamment, qui est celui d'Anne-Claire Ray-Bryant sur les intimités amoureuses. Donc on a accès à un certain nombre d'éléments dont on ne dispose pas par ailleurs. Hein. Donc elle a travaillé beaucoup justement sur les fonds de l'APA, que j'évoquais tout à l'heure. Mais les domaines sont très vastes. Hein. On peut juste citer un ou deux autres. Ces sources-là, elles ont été aussi beaucoup utilisées. Elles sont de plus en plus utilisées pour écrire l'histoire de l'exil, l'histoire des migrations, hein, des circulations de manière plus large. Et puis aussi, peut-être de manière plus évidente, tout ce qui est relatif à l'éducation, à la construction des identités, et en particulier, bien sûr, des identités de genre. Alors, je ne sais pas si toi, tu veux évoquer d'autres... Mais tout ça s'inscrit dans un processus de renouvellement historiographique plus large. Par exemple, l'histoire des sensibilités... L'histoire de l'écriture aussi, comment écrit-on. Bon, mais je pense qu'on va s'arrêter là parce que je vois mes copines là au premier rang qui commencent à s'inquiéter. Hein, donc voilà, si vous voulez en savoir plus, on verra ça au moment du débat. Ouais. Parce qu'on veut laisser une place au débat quand même. C'est important. Donc, je me présente, hein, Sandra Perret-Nogues. J'ai participé au manuel et en particulier au premier chapitre, puisqu'il est consacré aux sources archéologiques. Alors tout à l'heure, Sylvie Chaperon faisait l'historique justement des études sur les femmes et des études sur le genre. Il y a une discipline, il faut bien le reconnaître, qui a mis du temps à accepter d'intégrer dans ces problématiques à la fois les femmes et évidemment par conséquent le genre, c'est l'archéologie. Alors il y a plusieurs raisons qui l'expliquent, des raisons je dirais culturelles, économiques, politiques aussi. Si bien que depuis une vingtaine d'années, en réalité, la France commence vraiment à s'ouvrir à ces problématiques de genre-là, alors que aux États-Unis, c'est une problématique qui s'est imposée dès les années 1970. Alors par le biais de l'anthropologie, il est vrai, mais aussi par le biais de mouvements peut-être plus militants sur le terrain que ce qui existait, ce qui pouvait exister en France dans le milieu de l'archéologie. Alors, évidemment, c'est un milieu très stéréotypé, ne serait-ce que sur le terrain. Pour ceux qui ont une petite expérience de fouille, il est clair qu'on a souvent à la truelle la femme et à la brouette et puis dans les travaux de force, on va trouver les hommes. C'est vraiment la caricature des chantiers et il a circulé une exposition, peut-être certains l'ont vu, archéosexisme. Je vois qu'il y a Andrea, donc je la salue au passage, et qui montrait bien tous ces clichés, tous ces stéréotypes qui existent sur le terrain. Alors, depuis une vingtaine d'années, donc cette problématique s'est imposée, et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que vient un petit peu aussi à notre secours une science beaucoup plus dure qui est la génétique. En réalité, quand il y a des doutes maintenant sur l'identification biologique, l'identification sexuelle, on a recours à la génétique. Et j'ai repris alors dans le manuel un exemple archi connu sur lequel j'avais déjà écrit il y a quelques années déjà, c'est la fameuse Dame de Vix, puisqu'il a fallu qu'on arrive à une analyse génétique pour que les archéologues, tous les archéologues, acceptent enfin qu'il s'agissait d'une femme. On avait eu toutes les interprétations possibles, y compris un prêtre travesti, enfin, des choses complètement fantasmées par rapport à cette tombe. Aujourd'hui, il n'y a plus de discussion. Et alors c'est amusant parce que quand on regarde les travaux des collègues, en particulier des collègues suédoises, danoises, c'est la première chose qu'elles font, ce sont des analyses génétiques, quand on n'a pas les éléments qui permettent d'identifier directement sur le terrain. Et comme ça coupe court à toute discussion.
par rapport au mobilier. Et ça leur permet aussi d'imposer tout de suite une identité sexuelle et ensuite d'enchaîner sur des problématiques de genre. Alors, il y a aussi d'autres... par cette problématique-là, on aborde aussi d'autres sujets. J'ai essayé, modestement, n'étant pas médiéviste, mais de prendre un exemple dans l'ouvrage sur l'espace, en fait, l'espace d'un château, et où se trouve quelle pièce fréquente une reine, entre guillemets, et on voit bien, avec certains plans bien connus, notamment en Angleterre, qu'on a des espaces réservés et des espaces souvent de sécurité. Ce qui est aussi intéressant sur l'état d'insécurité qui pouvait régner dans ces régions-là. Voilà, je n'irai pas plus loin. Alors, j'ai aussi coordonné le chapitre sur l'éducation. Là, ce sera extrêmement rapide. Bon, comme l'a dit Adeline, nous, pour l'histoire ancienne, on n'a pas des témoignages, comment dirais-je, on a des témoignages fragmentaires, extrêmement dispersés. Il faut souvent, d'ailleurs, devenir spécialiste de plusieurs domaines, l'iconographie en particulier, parce que ça a une place importante pour certaines périodes notamment, l'archéologie, mais aussi l'épigraphie et évidemment les textes. Et malheureusement, là où elles apparaissent le moins, les femmes, c'est dans toute la tradition manuscrite, c'est-à-dire tous ces textes hérités du passé. Alors, il y a quelques exceptions notables, Sappho, et notamment pour l'éducation, c'est le premier mot, enfin le premier nom qui vient à l'esprit. Mais on sait que d'autres femmes ont eu des rôles importants, Hypatie à la fin de l'Antiquité, pour ne citer que ce nom-là. Mais et ça, c'est important, vous le verrez dans le chapitre, on voit bien à travers les 4 périodes l'évolution, enfin, la prise en compte beaucoup plus facile en fonction justement de ces sources et de la variété du nombre de ces sources. Et on a vraiment un écart considérable entre l'Antiquité et toutes les sources utilisées par notre collègue Caroline Barrera, qui, elle, a pléthore d'informations sur les recrutements universitaires. Enfin, c'est vraiment, il y a un déséquilibre patent et qui est là, pour le coup, lié à la nature des sources elles-mêmes. Mais je vais maintenant céder la parole à ma collègue médiéviste. Oui, alors je suis Isabelle Réal, donc je suis maîtresse de conférences en histoire médiévale donc à l'université Jean Jaurès. Et j'ai participé dans ce manuel à 2 chapitres, donc celui sur l'éducation, effectivement, et puis celui sur le champ religieux. Voilà, donc puisqu'on en est à l'éducation, je vais peut-être parler un petit peu de l'éducation. Alors pour ce qui est de la recherche en histoire médiévale, depuis une trentaine d'années environ, d'abord on étudie davantage l'éducation des jeunes, des très jeunes enfants et des jeunes gens. Et dans ce domaine-là, le critère du genre est extrêmement important pour mieux comprendre les différences éducatives, en tout cas entre les 2 sexes, mais le critère du genre n'étant pas le seul quand même à être déterminant dans l'éducation. Il y en a d'autres qui jouent aussi et qui sont très importants, en particulier les critères sociaux. Voilà. Mais le critère du genre, évidemment, joue un rôle fondamental. Alors, contrairement aux idées reçues et à ce qu'avait dit Philippe Ariès, la société médiévale s'est intéressée, s'est préoccupée très tôt, c'est-à-dire dès le début du Moyen-Âge, dès le haut Moyen-Âge, elle s'est préoccupée de l'éducation des jeunes, et y compris des très jeunes enfants. L'objectif, ce qui déterminait cette préoccupation, c'était quand même le caractère chrétien de cette éducation. Il fallait former de bons chrétiens et de bonnes chrétiennes par conséquent, et que chacun puisse tenir la place que Dieu lui avait assignée. Et c'est là que, évidemment, le critère du genre compte, puisque la place que les hommes et les femmes auront dans la société, une fois devenus adultes, n'est pas la même. Les fonctions qu'on va leur attribuer ne seront pas les mêmes. Alors, je ne vais pas revenir, je vais donner quelques petites idées, des pistes qui ont été étudiées ou qui sont en cours d'étude, parce que certaines, pour la dernière que je vais évoquer, c'est un chantier très récent. Alors, la petite enfance a été peut-être
le démarrage des études sur l'éducation au Moyen-Âge, la toute petite enfance, c'est-à-dire de la naissance vraiment jusqu'à 6 ans, 5-6 ans. Et là, il y a eu quelques découvertes intéressantes. En particulier, on s'est rendu compte que l'éducation était totalement indifférenciée, c'est-à-dire qu'on ne distinguait pas les filles et les garçons jusqu'à l'âge de 7 ans, donc l'infantia, la petite enfance, on peut le traduire comme ça en français. Et ils avaient les mêmes vêtements, une robe, qui était parfaitement unisexe, si je puis dire. On n'avait pas inventé le rose et le bleu au Moyen-Âge. Autre découverte incroyable, pour les historiens qui, évidemment, travaillent avec quelques idées reçues quand même en tête, c'est que les pères participaient à l'éducation des tout-petits. Ils les maternent, ils les papouillent, je ne sais pas comment vous dire ça autrement, mais on voit ça dans les enluminures, en particulier les représentations de Saint Joseph, qui s'occupe de l'enfant Jésus, qui lui fait prendre le bain, qui le longe, enfin des gestes qui sont absolument incroyables, pour, même à notre époque, ce sont les nouveaux pères d'aujourd'hui, sont en fait des pères médiévaux. Mais entre-temps, on les a oubliés, sans doute. Voilà. Donc ça fait partie des premières études dans les années 80, je dirais. Voilà, en particulier Daniel Alexandre Bidon, L'enfant à l'ombre des cathédrales, un ouvrage qui a été pionnier et qui a été, une sorte, qui a surpris énormément les lecteurs, et en particulier les médiévistes. À partir de 7 ans, en revanche, là, le critère du genre intervient dans l'éducation parce qu'on va former de futurs adultes, femmes, donc des futures épouses, maîtresses de maison. Alors on connaît surtout quand même l'éducation aristocratique, donc c'est un peu quand même biaisé comme source, je reconnais. Voilà. Et bon, là, je ne vais pas m'y étendre, mais en gros, les femmes sont quand même... les filles sont plutôt élevées à l'intérieur de la maison, sous l'égide de leur mère, et les garçons... Alors il y a une enluminure que j'ai proposée pour le manuel et qui est tout à fait parlante, où l'on voit une image coupée en deux par une colonne. Et d'un côté, à gauche, ce sont les filles qui sont à l'intérieur de la salle du château, enfermées avec des fenêtres très hautes et totalement aveugles. Et à droite, on voit les garçons s'entraîner à l'art militaire, en plein air, et avec un horizon absolument infini derrière eux. Donc je pense qu'elle représente assez bien ce qu'était certainement l'éducation, enfin du moins la conception de l'éducation que se faisaient les théoriciens du Moyen-Âge. Parce que le Moyen-Âge a produit énormément de traités d'éducation, des centaines, alors surtout à partir du XIIe, mais certains commencent dès le IXe siècle, donc c'est quand même très tôt. Voilà. Et parmi ces traités, évidemment, les auteurs sont surtout des hommes. Il y a moins de femmes, mais quand on les cherche, on les trouve aussi. Et en particulier, le plus fascinant de ces traités d'éducation, l'un des plus anciens, a été écrit par une mère au milieu du IXe siècle, qui était une grande aristocrate et qui a écrit ce traité pour son fils, qui est un traité de morale chrétienne en apparence. Longtemps, les historiens y ont vu seulement de l'éducation morale, de l'éducation religieuse. En réalité, aujourd'hui, par le prisme du genre, on y voit bien d'autres choses, en particulier un discours politique. Elle le forme, elle lui donne des conseils politiques, et ça, c'est grâce justement à l'approche que nous donne en fait finalement l'outil d'analyse qu'est le genre, qu'on a pu déceler ça dans le discours de Duoda. C'est partout dans son discours, mais il faut arriver à le lire, et on ne peut le lire effectivement que lorsque on le cherche finalement par le biais du genre. Voilà. Et la dernière piste, mais qui est un champ qui est à peine ouvert dans la recherche, alors je le dis à toutes peut-être les chercheurs en herbe qui sont dans la salle future, c'est la question de l'éducation des femmes en milieu monastique, qu'on a certainement sous-estimé et qu'on est en train de réévaluer aujourd'hui, en particulier donc le fait qu'il y avait des scriptoria, donc des ateliers de copie dans lesquels les moniales copiaient, mais aussi écrivaient, c'est-à-dire commentaient les textes scripturaires, patristiques, enfin bon, les textes qu'elles avaient. Alors, elles faisaient leur travail en quelque sorte de moine, enfin de moniales, mais comme à l'identique des moines. Et ça, c'est un champ qui est en train d'être découvert et qui est au tout début, je dirais, de la recherche. Voilà. Voilà pour l'éducation à l'époque médiévale. Je ne sais pas, je vais peut-être parler trop longtemps. Non, tu continues sur Je continue sur... Ah oui, non. Sur le domaine religieux, non? Oui, je pense non. Moi, je vais...
Oui, donc on se méfie parce qu'on commence comme ça, en général, c'est très mauvais signe, tout le monde le sait. Donc moi, je suis Christine Doucet-Seyden et j'ai coordonné un chapitre consacré au travail, un chapitre thématique et qui couvre lui aussi les 4 périodes donc de l'histoire ancienne, c'est Marie-Laure Skronek, la période médiévale, c'est Sophie Brouquet qui l'a écrit, moi-même, donc j'ai couvert la période moderne, et Manuela Martini qui s'est occupée de la période contemporaine. Alors évidemment, le travail. Et alors avant d'entrer sur le travail, juste un mot pour illustrer ce que disait Adeline tout à l'heure. Au départ, c'était plutôt un chapitre sur la vie économique, enfin quelque chose de plus large, et puis on a réduit sur le travail parce que ça donnait quelque chose de sans doute qui aurait été trop copieux. Alors évidemment, le travail féminin est quelque chose qui a toujours existé, mais l'historiographie, à l'exception de ce qui concerne l'époque contemporaine, qui a donné de la place depuis longtemps, pour les périodes antérieures, c'est pendant longtemps peu intéressé à cette question du travail, alors que le travail, vu sous l'angle du genre, sous le prisme du genre, est un domaine tout à fait passionnant, et le genre est un angle d'approche particulièrement pertinent pour ce qui concerne le travail, parce que d'une part, le travail est un phénomène mixte, dans lequel on trouve des hommes et des femmes et des formes de travail multiples, que ça s'agisse du travail rémunéré, du travail forcé, du travail servile, où on trouve des hommes et des femmes. Par ailleurs, le travail est souvent spécialisé, différencié et spécialisé en fonction des genres, avec des spécialisations qui peuvent d'ailleurs beaucoup varier suivant les sociétés, les époques, etc., qui ne sont pas du tout fixes. Et puis, d'autre part, c'est un domaine où s'expriment de très fortes inégalités, notamment en termes de rémunération, et plus largement, il y a une très forte dévalorisation du travail féminin par rapport au travail masculin, qui conduit jusqu'à des formes d'invisibilisation, pour reprendre un terme qu'on utilise aujourd'hui beaucoup, du travail féminin. Et ces questionnements aboutissent même à s'interroger sur la définition même du travail et les limites du travail. Lorsqu'on s'interroge la question du travail féminin, il y a eu des travaux anciens, plutôt théoriques, de sociologues, et qui ont été repris plus récemment par les historiens de périodes antérieures, sur que fait-on du travail domestique, du travail non rémunéré, où commence le travail, où s'arrête-t-il, ou à propos d'une activité qui, elle, est bien rémunérée par nature. La question de la prostitution, par exemple, qui est un phénomène massif aussi, interroge sur ce qui est reconnu comme travail légitime ou pas de travail. Bref, des questionnements importants, et qui ont permis aussi de renouveler donc une historiographie qui, comme je le disais il y a un instant, présente des décalages importants, là pour le coup, entre les époques, entre notamment l'histoire contemporaine d'un côté et les autres périodes de l'autre, et qui s'est traduit aussi par des différences selon les pays. Il y a eu un décalage assez marqué, en particulier pour l'époque médiévale et pour l'époque moderne, entre une historiographie anglophone, on va dire, beaucoup plus intéressée par ces questions, d'une historiographie française. Donc, ce qu'on a essayé de montrer dans le chapitre. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a aujourd'hui un renouvellement d'intérêt sur ces questions-là pour toutes les périodes. Alors, une des explications qu'on pourrait avancer serait de dire « Ah, mais c'est parce qu'en fait, on a très peu de sources. » Alors qu'en fait, non, bien entendu, parce que, comme on le disait tout à l'heure Isabelle, il y a un instant, quand on cherche, on en trouve. Ce qui est certain, c'est que comme le travail féminin est moins encadré, dévalorisé, invisibilisé parfois, souvent sous des formes informelles, on le trouve moins, nettement moins dans les sources classiques sur lesquelles travaillent les historiens des différentes époques. Je prends un exemple tout simple, pour l'époque que moi je connais mieux, l'époque moderne, et c'était vrai aussi, j'imagine, au Moyen-Âge
et dans d'autres périodes aussi. Il y a beaucoup de vendeuses de rue. Hein, c'était omniprésent dans les villes. Or, ces vendeuses de rue, voilà, c'est un travail qu'on appellerait informel et on ne les trouve pas dans les sources classiques lorsqu'on s'intéresse aux corporations, à l'artisanat, etc. On n'en trouve pas de traces. Bref, il faut faire preuve là de ténacité, parfois de curiosité, de créativité. Et donc nous avons essayé, pour les différentes périodes, de montrer un petit peu la diversité des sources, y compris des sources non textuelles qu'on peut utiliser, des sources iconographiques par exemple, des sources épigraphiques, enfin l'éventail est très long. Et on a essayé aussi de mettre en avant, notamment à travers des petits encadrés, des sources un peu plus originales que celles auxquelles on pense habituellement lorsqu'on pense au travail. Donc Sophie Brouquet a utilisé une source littéraire avec Chrétien de Troyes qui décrit des fileuses. Moi-même, je me suis intéressée à une source de justice ici à Toulouse, la justice ancêtre des tribunaux de commerce qui essaient de régler un différend entre deux petites vendeuses des rues qui sont aussi analphabètes l'une que l'autre et donc qui ne pouvaient évidemment pas laisser de traces et dont l'activité n'est sans doute pas vraiment recensée quelque part, mais qui existait bien et bien hein, et qui expliquent leurs problèmes et leurs conflits. Et pour l'histoire contemporaine, la collègue a montré notamment le travail d'apprentis lyonnaises qui travaillaient qui étaient mises au travail par des institutions. Alors, ce sur quoi aussi je voudrais terminer, c'est le fait qu'il existe donc aujourd'hui un intérêt renouvelé, on va dire, hein, pour le monde du travail sous le prisme du genre. Et c'est un phénomène international qui se traduit en particulier par des enquêtes internationales. Il y a eu des enquêtes sur la mise en apprentissage des filles, par exemple, qui est un phénomène mal connu, ou des enquêtes dont la collègue contemporanéiste fait état sur les questions du temps, hein, de l'organisation du temps de travail pour les hommes et pour les femmes. Voilà, donc je ne peux que vous encourager à aller regarder tout ceci de manière plus approfondie sur des thématiques qui sont toujours très actuelles et les grandes questions d'égalité salariale, mais aussi de spécialisation des travaux, des tâches, de travail non rémunéré, etc., sont des thématiques qui, évidemment, sont toujours d'actualité. Donc maintenant, ce qu'on aimerait, c'est en fait discuter avec vous, il y a 12 chapitres, on ne va pas présenter tous les chapitres, on ne va pas présenter tous les gisements documentaires. Là, on a voulu vous donner un bon aperçu de ce qu'il y a dans le manuel, et il y a beaucoup d'autres choses. Il y a des bibliographies abondantes, qu'on a dû restreindre drastiquement à la demande des éditeurs. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On peut aborder aussi des chapitres dont on n'a pas parlé là présentement, mais sur lesquels on peut revenir si ça vous intéresse. Donc, la parole est à vous. Merci pour votre présentation. Bonjour. Moi, je serais intéressée de savoir si dans la partie qui concerne le corps et la santé, vous avez traité du sujet de l'intersexuation des personnes intersexuées, ou est-ce que vous êtes concentré sur le corps et la santé des femmes en particulier, ce qui aussi serait compréhensible au vu de la restriction de pages qui vous était accordée. Voilà. Eh bien non. Non, on n'a pas. Alors, on a parlé de la façon dont le modèle à un sexe, selon Thomas Laqueur, hein, c'est un historien américain qui a périodisé la façon dont la médecine et la biologie ont conceptualisé la différence de sexe. Donc, on a évoqué l'hermaphrodisme, puisque c'est le terme de l'époque. On a évoqué l'hermaphrodisme, voilà, en une petite phrase, justement parce que la conception de l'hermaphrodisme change entre le modèle à un sexe, où on conçoit les sexes comme étant différents, mais de degré, pas de nature, tandis qu'à partir du XVIIIe siècle, on va vraiment s'acharner dans le moindre détail à montrer que toutes les parcelles du corps des femmes est différente des parcelles du corps des hommes. Voilà, donc c'est très allusif. Et d'une manière générale, je dirais que
sur la sexualité. On pourrait faire un chapitre sur l'histoire de la sexualité. Bon, il a fallu se limiter, hein, mais voilà. J'ajoute juste qu'on a dit plus qu'un mot sur l'hermaphrodisme, puisqu'il y a un document dans le chapitre justice, un document de 1708, requête pour la défense d'une hermaphrodite, avec un commentaire du spécialiste Mathieu Laflamme, qui a fait sa thèse de maîtrise, parce que c'est comme ça qu'on dit à Québec, sa thèse de maîtrise sur l'hermaphrodisme à l'époque moderne. Et ça montre bien qu'en fait, effectivement, il y a des thèmes au départ par chapitre, mais c'est dans la justice qu'on peut trouver ça. Enfin, et donc, c'est des choses qui se croisent. On a parlé des écrits personnels dans lesquels on aborde aussi ces questions médicales. Et effectivement, il y aurait un chapitre à faire sur la sexualité, d'autant que, notamment en histoire ancienne, il y a eu un grand renouvellement des travaux, et les travaux de Sandra Boringer, qui travaille beaucoup sur ces questions-là, sont très importants. Mais bon, on a dû effectivement se contraindre, mais il y aura peut-être des suites, hein, après tout. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, moi j'ai une question. Ce sera plutôt pour la période médiévale et moderne, notamment à Toulouse, puisque ça part de Toulouse quand même, cet ouvrage très intéressant d'ailleurs, je vous le dis. Est-ce que, du coup, Toulouse, l'incontournable, c'est les sources en occitan ? Est-ce que des sources occitanes, notamment je pense aux troubadours pour l'époque médiévale, qui ont beaucoup parlé de l'amour courtois, de la femme, tout ça, ou des sources médiévales de justice, parce que beaucoup de Toulousaines parlaient occitan sans savoir lire et écrire, est-ce que ça a été des sources qui ont été intéressantes ou qui n'ont pas eu le temps d'être vues, ou qui n'ont pas été vues du tout ? Voilà, de croiser les sources occitanes avec l'histoire de ces femmes d'ici. Oula. Alors, je ne suis Question pas précise. vraiment spécialiste des sources occitanes. Là, j'avoue mes limites. Alors, pour le Moyen-Âge, jusqu'au XIIe, pratiquement toutes les sources, enfin, tous les écrits sont en latin. Hein. Donc déjà, c'est une grosse partie du Moyen-Âge qui n'est pas en occitan. Alors, effectivement, après, les sources occitanes commencent à être mises par écrit. Alors, pour ce qui est... Bon, toutes les chartes, non, elles sont en latin. Je réfléchis parce que, en même temps que je vous parle, les romans, alors effectivement, les chansons de gestes en occitan, je ne connais pas, mais peut-être que c'est dans la section littérature qu'on trouverait en fait à Jean Jaurès des spécialistes du genre pour la littérature médiévale en fait. Mais côté historien, en tout cas Jean Jaurès, je ne crois pas. Si. Alors, pas historien, je me lève. Je viens à ton secours. Alors, pour la période moderne, et même il peut aller jusqu'à la fin du Moyen-Âge, vous avez en ce moment d'ailleurs, parce que je l'ai croisé en venant ici, je ne sais pas si vous êtes à Jean Jaurès ou vous n'y êtes plus, mais vous devez donc connaître Jean-François Courouot. Ah oui, que de nom. Ah, c'est dommage. Parce que... Ah, vous étiez en histoire de l'art, oui. Alors, il y a un enseignement de l'occitan à Jean Jaurès. Et Jean-François Courouot est spécialiste de l'occitan du XVIe siècle. Donc, c'est lui qui pourrait vous renseigner. Et les femmes l'intéressent. Il avait même fait une journée sur les femmes, sur les savoirs des femmes. Il avait fait ça au 56 rue du Thor. Il y a un moment, vous étiez sans doute au collège à l'époque quand il a fait ça. C'est lui qu'il faut lire. Et alors, trouve-t-on de l'occitan dans les textes, dans les sources d'histoire ? Oui, on en trouve. Mais moi, j'en ai jamais trouvé à Toulouse. Je les ai jamais vraiment cherchés, faut dire. En revanche, j'ai travaillé beaucoup sur Rodez pour ma thèse, et les délibérations consulaires, c'est-à-dire les délibérations municipales de la ville de Rodez, sont en occitan. Parce qu'ils avaient mal interprété elles ont été en occitan très longtemps, même au-delà de l'ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539, qui oblige les rédacteurs d'actes publics à rédiger en français. Mais donc l'ordonnance dit en langue maternelle françoise, et les Ruthénois, ils ont oublié françoise en langue maternelle. Pour eux, c'était l'occitan. Donc jusqu'au début du XVIIe, on trouve des textes en occitan à Rodez. À Toulouse, Jean-François, qui est à 2 pas d'ici, puisqu'il donne une conférence en ce moment à la Bibliothèque d'études et du patrimoine de la rue du Périgord, il pourrait vraiment vous répondre. Donc, oui, parce que je trouvais ça très intéressant dans le sens où plein de troubadours, et je pense à Guillaume Neuf qui était plutôt en Aquitaine, mais toujours cette femme la femme qu'on courtise, la femme
de la femme objet, mais Et c'est intéressant de travailler le regard de la femme autour de l'amour via... Oui. Il y a quand même une considération féminine qui est intéressante. Le pionnier en la matière, c'est Georges Duby. Oui. Là, vraiment, commencer par le lire. Le chevalier, la femme, je ne sais jamais l'ordre. Et le prêtre. C'est peut-être dans le désordre. Mais c'est la Bible, en quelque sorte. Enfin, c'est lui qui commencera à réfléchir à ça. Femme du 12e aussi, il a réfléchi à ça. Mais c'est là, on est dans le domaine des représentations mentales, fantasmées des femmes. La réalité quotidienne n'est pas la même dans le château. Simplement, les femmes... Alors, j'en profite pour le dire, les femmes sont des grandes lectrices de ces romans quand ils sont mis par écrit, où elles se les récitent dans les châteaux. Elles s'abreuvent de ça. Mais ce ne sont que des contes, en quelque sorte. Des fantasmes, enfin des représentations. Voilà. On est d'accord. Mais Duby, lui, même si c'est peut-être pas en occitan, en fait, il a bien travaillé. Juste dans le chapitre iconographie, Sophie Brouquet aborde la question du motif des 9 preuses à partir d'un document iconographique. Donc là encore, c'est un bon exemple de ces chapitres où l'entrée, c'est les sources iconographiques, mais cette question-là est abordée un peu donc pour la période médiévale. Du coup, je reste sur la question médiévale. Je suis pas du tout une spécialiste de l'histoire médiévale, mais j'étais tombée sur du coup sur les Béguines et toutes ces femmes un peu mystiques. C'était des sujets très très complexes parce qu'il y avait une réelle double vision en fait de ces femmes pendant cette période. Est-ce que ça a été évoqué dans l'ouvrage? Est-ce qu'il y aura plus de réponses? Parce que j'étais un peu restée sur ma faim sur ce sujet-là. Alors, le chapitre sur le fait religieux, c'est effectivement moi qui l'ai fait pour la partie médiévale. Et à l'époque, on m'a donné des consignes extrêmement strictes qui consistaient à faire tout rentrer en une page. Alors, ça a été d'une frustration terrible, je dois dire. 1 page et demie, j'ai dû pousser. Et effectivement, j'y fais allusion. Mais vraiment une allusion. En revanche, je renvoie en fait à des ouvrages qui ont travaillé sur les Béguines. Donc, en particulier Michel Lowers, qui est qui a fait sa thèse là-dessus, mais pas le seul, mais un des grands spécialistes. Alors, c'est passionnant, ce sont des femmes qui décident en fait de se consacrer à Dieu sans entrer dans un monastère, sans obéir à un cadre institutionnel, c'est-à-dire aux autorités ecclésiastiques qui avaient l'intention de contrôler tout. Elles ont été quand même on va dire, bien ramenées à l'ordre. On les a obligées, en fait, à s'enfermer finalement dans des béguinages, donc à vivre en communauté. Mais c'est un moment incroyable de l'histoire des femmes dans le cadre de l'Église, puisqu'elles vont... Alors, je ne pense pas qu'il y avait de volonté d'émancipation, mais elles cherchaient autre chose que ce que leur proposait l'Église. Voilà. Et en particulier, donc elles étaient en dehors des rails, en quelque sorte des cadres. Et c'est pour ça qu'elles ont été, beaucoup d'entre elles, brûlées quand même, sur la place publique. Mais elles ont produit des ouvrages, enfin certaines ont été finalement homologuées, si je puis dire, parce qu'elles se sont soumises. Non, elles ne sont pas toutes seules, c'est toutes les mystiques du XIIIe siècle, ça correspond au XIIIe siècle. Alors ça, c'est un domaine de recherche pareil pour les étudiants, les chercheurs en herbe. C'est un domaine de recherche. Les femmes consacrées à Dieu, mais seules, c'est-à-dire vivant chez elles, et qui ne vivent pas au monastère. Parce que ça aussi, c'est un biais de l'historiographie qui nous fait croire depuis des années que toutes les femmes religieuses vivaient en communauté. C'est une vision bénédictine du monachisme. Et en réalité, on est en train de se rendre compte que peut-être la majorité d'entre elles ne vivaient pas en communauté. Voilà. Donc ça fait partie des... Alors, donc, dans la réponse, vous avez compris qu'en fait, il y a une allusion et après, il y a des références bibliographiques. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu maintenir, après chaque chapitre, une bibliographie avec des ouvrages qui permettent de traiter des points qu'on n'a absolument pas le temps de traiter dans ces courts chapitres. Oui, il y avait une question ici. Je crois que j'aurais une question à poser, mais peut-être elle s'adresse plus facilement à Madame Chaperon. Je crois que vous avez écrit un grand livre qui s'est appelé « Les années Beauvoir », les années 45, 70, excusez-moi de vous passer la pommade. Je voudrais savoir, dans votre démarche d'historienne,
comment vous êtes passé des années Beauvoir à cette histoire contemporaine du genre. Parce que, par exemple, vous avez cité Michel Perrault, 1974. Les années Beauvoir, c'est en gros 1945-1970. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu chez vous dans la naissance de la naissance du prisme du genre, ce soubassement par les études des années Beauvoir. Est-ce que vous pourrez expliciter votre démarche d'historienne ? Les historiennes, comme les historiens, ils changent de sujet. Hein. Au bout d'un moment, ils sont un peu épuisés du même sujet. Ils vont voir ailleurs si c'est plus vert. Hein. Donc, les années Beauvoir, en fait, c'est un titre qui laisse à penser qu'il s'agit d'une histoire un peu littéraire, un peu philosophique. C'est pas vrai. C'est en fait une histoire du féminisme après la Deuxième Guerre mondiale et de la place que tient le deuxième sexe, bien sûr, dans cette histoire du féminisme. Et puis j'ai continué à travailler sur l'histoire du féminisme et je continue à diriger des travaux, des thèses. En ce moment, il y a une thèse qu'on attend avec impatience de Marine Rouge qui travaille justement sur l'immense courrier qu'a reçu Simone de Beauvoir et qui elle l'a gardé et s'est déposé maintenant à la BNF. Donc je continue bien sûr à travailler sur tous ces sujets-là, mais après, voilà, j'ai voulu travailler sur l'histoire des sciences, l'histoire de la sexologie. Et alors dans ce manuel, en fait, ces deux thèmes de recherche se retrouvent puisque j'ai fait un chapitre sur l'histoire du féminisme, donc les sources du féminisme et l'historiographie du féminisme, et j'ai fait aussi un travail sur l'histoire médicale. Donc voilà, j'ai ces deux thèmes. Alors Michel Perrault aurait dû préfacer l'ouvrage. Et puis, elle a perdu son mari au moment où elle devait travailler sur cette préface. Et c'était il y a déjà tellement de choses. Mais voilà, on aurait aimé, et malheureusement, ça ne s'est pas fait. Justement, à propos du chapitre sur l'histoire du féminisme, j'ai lu le petit résumé là, du chapitre. Vous dites qu'il y a eu énormément de sources, énormément de travaux, énormément de choses. Alors, qu'est-ce que vous avez découvert en plus ? Quelle que soit la période, je ne sais pas, mais j'ai vu qu'à la fin, à la fin de ce chapitre, il y a un sous-chapitre qui dit qu'il y a des choses nouvelles. Mais je voudrais bien en savoir plus, moi. Non, mais c'est un manuel. Hein. C'est un manuel du supérieur, mais c'est un manuel. C'est-à-dire qu'on rend accessible toute une série de connaissances que nous et d'autres ont apporté. Donc on n'a pas des découvertes majeures, hein. On transmet, hein. On synthétise, on transmet, on ordonne. Voilà, ce sont pas... C'est ce que disait Adeline d'ailleurs, c'est moins valorisé dans une carrière qu'un livre de recherche. Il est à jour en 2022, mais dès aujourd'hui, il n'est quasiment plus à jour. Hein. Non, mais il faut le continuer, c'est sûr. Et peut-être le continuer par d'autres voies, des voies numériques, par exemple, qui permettent de le mettre à jour plus facilement. Non, mais il est à jour. Non, mais il est à jour. Mais au premier, enfin, bon, bref. Bon, moi, je voudrais juste rebondir justement sur cette histoire manuelle, recherche. Et comme vous le disiez, c'est vrai que dans nos carrières, on publie des ouvrages de recherche, on publie des articles de recherche, ce qui est très valorisé. En revanche, le manuel, c'est pour moi vraiment l'indice de maturité d'une discipline. À partir du moment où, dans une discipline, on commence à publier des manuels, c'est que cette discipline est arrivée à maturité. Et c'est extrêmement important. Et donc, voilà, je salue vraiment cette initiative. Et alors, une petite question, il m'avait semblé, quand tu avais évoqué le projet que tu avais de lancer ce travail, que celui-ci était beaucoup plus ambitieux et que, outre l'histoire, il devait intéresser d'autres disciplines, peut-être la géographie, la littérature, ou en tout cas, la communication. Et en fait, je vois qu'à la fin du manuel, il y a effectivement un chapitre qui est rédigé par une non-historienne,
par une spécialiste de communication. Alors, est-ce que tu pourrais revenir un petit peu sur la genèse de ce travail, ou plutôt sur la façon dont vous avez réussi à circonscrire les domaines, et est-ce que vous aviez effectivement envisagé d'aller au-delà de l'histoire, ou en fait non? Et du coup, comment se situe ce chapitre sur la communication? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un raté, un addendum, une ouverture C'est les sources, tout simplement. On est parti des sources, et les sources audiovisuelles faisaient partie évidemment des matériaux que mobilisent beaucoup les historiens. Après, ça a dépendu aussi de, en quelque sorte, qui on avait sous la main. Laetitia Biscara, elle était là, à Toulouse, et on s'est dit, bah oui, c'est bien sûr, on va lui confier un travail sur les sources audiovisuelles. On aurait pu faire quelque chose sur les sources littéraires, ça c'est évident. Hein. Alors peut-être que je peux ajouter quelque chose sur le choix de ce dernier chapitre, c'est parce qu'on voulait traiter les différents types de sources. Au départ, c'était vraiment centré sur ça. Donc, on s'est dit, il faut faire quelque chose sur les images et aider comment on commente une image en ayant en tête cette question du genre. Comment est-ce qu'on commente une archive judiciaire ? Et après, on a fait aussi d'autres chapitres thématiques. Donc, c'est vrai que tout s'est entremêlé. Mais il y avait le souci de couvrir aussi ce type de sources qui requiert une méthodologie particulière et des compétences particulières. Et donc, on avait Laetitia Biscara qui était la plus compétente dans ce domaine et qu'il était possible de solliciter. Donc c'était tout à fait normal qu'il y ait un chapitre sur ça. Le fait qu'il n'y ait pas de chapitre sur les sources littéraires, du point de vue d'une antiquisante, c'est normal en fait, parce que pour nous, la catégorie source littéraire n'existe pas. Donc on a été confrontés, en faisant ce manuel avec les 4 périodes, à devoir aussi discuter entre nous de ce qui était pertinent ou ne l'était pas. Et donc, c'est aussi le fruit de compromis, d'ajustements. Mais je pense que c'est important de l'avoir en tête. Nous, on a affaire à différents types de sources avec des contextes discursifs très différents. Et on distingue plutôt la manière dont on accède à ces sources. Si c'est de l'épigraphie, ce sont des inscriptions et c'est un accès direct. Et sinon, des sources de la tradition manuscrite, on a la médiation des manuscrits d'époque médiévale qui recopient des œuvres qui traitent de plein de sujets différents qui ne peuvent pas être réduites à sources littéraires parce que c'est des genres très très différents. Donc voilà, peut-être cette entrée, si on avait fait un chapitre sur ça, en tout cas pour l'Antiquité, il n'y avait pas de place. Mais ça, là, je parle du point de vue de l'histoire ancienne. Donc voilà, un aspect de la réponse aussi à votre question. Et puis tu as donné la réponse à ta question aussi, Marlène, c'est-à-dire que les sources littéraires ont un statut ambigu encore chez nous, les historiens. Hein, c'est-à-dire, et certaines ne savent pas encore très très bien les utiliser. Donc je pense que même sans se le dire et sans en avoir vraiment conscience, on a préféré laisser de côté une source qui n'est pas encore très bien comprise par les historiens, pour toutes sortes de raisons qu'on ne va pas développer ici, mais dont on pourra reparler. Peut-être aussi que la question, c'est de savoir ce qu'on désigne comme source littéraire. Parce que, par exemple, dans le chapitre sur les écrits personnels, il est bien évident qu'un certain nombre de textes relèvent ou ont été, en fait, qualifiés d'infra-littéraires, justement, par rapport au genre, c'est-à-dire, mais pas au genre littéraire, au genre, parce qu'en fait, c'était un espace qui était précisément assez largement occupé par les femmes et qui en fait était à la fois dévalorisé parce qu'il était plutôt approprié par les femmes et approprié par les femmes parce qu'il était délaissé par les hommes. Mais en réalité, un certain nombre de textes pourraient relever. Tout dépend du contour qu'on donne à la définition des sources littéraires. Bonjour, merci pour votre présentation. J'ai une question. Est-ce que le mot, je ne sais pas, le concept de l'intersectionnalité, est-ce qu'il traverse vos recherches? Est-ce qu'il traverse vos questionnements face aux sources? En tout cas, voilà. Quelle est l'actualité de ce terme à l'université Jean Jaurès? Merci. Alors, je vais bien juste commencer. On n'a pas abordé un chapitre qui est un chapitre important sur le domaine politique, et notamment pour l'Antiquité. C'est vrai que c'est un aspect qui est vraiment pris en compte dans les recherches sur la question de la citoyenneté. Et quand on travaille sur les femmes, qui est une catégorie qui comprend des personnes avec des statuts très différents, en fait, on est encline à travailler en pensant, est-ce que c'est une femme esclave, est-ce que c'est une femme citoyenne, est-ce que c'est une femme métèque, étrangère. Et là, à ce moment-là, les statuts, les droits, la place qui va être accordée au sein de la société est très différente. Donc, en tout cas,
pour ce qui concerne notamment ce chapitre-là, c'est un thème qui est abordé, et évidemment, en histoire ancienne, c'est abordé. Mais y compris en moderne, hein, le thème adopté par Sophie Vergne dans ce chapitre en moderne, c'est comment exclure les femmes. Et donc, une femme reine, elle a forcément, là aussi, un statut très ambigu. Et donc, oui, l'intersectionnalité est au cœur, même sans peut-être prononcer le mot, ce qu'on a eu tort de faire. Pour le chapitre sur le travail, je pense que le terme n'y est pas de tête, mais c'est vrai que la thématique effleure, on va dire, le chapitre, notamment à propos pour l'histoire ancienne. Ensuite, je me suis heurtée à une difficulté parce que on aurait pu, pour l'époque moderne, évoquer le travail des femmes dans les colonies, dans les Antilles, dans un contexte servile, avec la traite des Noirs, etc. Enfin, voilà. Mais de fait, dans l'historiographie actuelle, telle qu'elle est, enfin telle que je la connais, ce sont des domaines qui restent très séparés. Voilà. Et il y a une forme un peu d'autonomie, je dirais, des études sur les colonies, les milieux coloniaux. Je ne connais pas, mais peut-être qu'il y a eu des travaux plus récents, de travaux plus globaux qui aborderaient cette question en ne la limitant pas à la question des colonies en particulier, où là, effectivement, je pense que j'avais mis la biographie, mais je ne sais pas si ça a sauté finalement. J'avais mis un titre en particulier sur le travail de la condition des femmes esclaves et le travail des femmes esclaves. Et alors, on n'a pas fait d'index dans le manuel, mais il y a un glossaire. Et donc, il y a bien le mot intersectionnalité. Donc, ce qui veut dire qu'il est utilisé et manipulé. Enfin, cette notion est présente dans le manuel. Mais je ne sais pas, comme ce n'est pas un index, je ne retrouve pas les pages. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est dans le chapitre politique. Et ça l'était effectivement dans le chapitre travail. Il faut voir après, au moment de la cure d'amaigrissement, si c'est resté ou pas. Ah oui, et en archéologie aussi, tu en parles. Alors j'avais une question, c'est par rapport à tout ce qui est les sources privées, donc les sources personnelles qui n'étaient pas destinées à être lues par le public. C'était pour savoir, quand vous les étudiez, vous faites comment pour en tirer quelque chose de pertinent et qui n'est pas juste en mettre en lien avec la personne, ce qu'elle ressentait, son contexte de vie, et en fait en tirer une information qui peut servir pour l'histoire. Alors, notre métier nous amène à avoir des dizaines, voire des centaines de sources, et non pas à se polariser sur une source sur un document en particulier. Donc déjà, la tentation biographique nous échappe. Encore que certains historiens, je pense à François Hados, a fait de la biographie un véritable art d'historien. Donc je ne dénigre pas le procédé. En fait, les sources privées, nous les utilisons exactement finalement comme les sources publiques, c'est-à-dire que nous avons je prends un exemple précis. Naïma Hanafi a fait sa thèse sur les correspondances de femmes à un médecin suisse que vous connaissez sans doute parce qu'il est célèbre, c'est le docteur Tissot. Et donc, elle, apparemment, vous connaissez. Donc, elle s'adressait à lui pour lui demander des conseils, pour demander un traitement, des soins. Donc, c'était une relation épistolaire tout à fait ordinaire à l'époque. Et donc, le fonds Tissot, qui est à Lausanne, a des centaines, voire des milliers de lettres qui lui sont adressées. Et bien, ces écrits personnels de femmes, donc, ont été utilisés par Naïma Hanafi dans Le Frisson et le Baume, donc, pour étudier le corps au féminin, c'est-à-dire vu par les femmes, les soins qu'elles préconisaient elles-mêmes, parce qu'elles étaient le relais du médecin dans la famille, donc elles ont joué le rôle de soignantes. Donc voilà, cette fonction de soignante des femmes, alors même qu'elles n'avaient pas accès à l'université, eh bien, elle est étudiée à travers les écrits personnels féminins. Voilà une utilisation possible. Mais
il y a d'autres utilisations aussi où on mêle, où on croise les sources publiques et les sources privées. C'est-à-dire si par exemple on étudie une catégorie socio-professionnelle, je pense aux magistrats par exemple, eh bien on peut croiser aussi bien les sources qu'a manipulé le magistrat dans sa fonction et son journal dans lequel il raconte sa vie personnelle et professionnelle. Voilà. Donc je ne sais pas si j'ai répondu, mais Isabelle, tu vas compléter. Bon. Simplement pour dire que même dans l'écriture d'une biographie, en fait, c'est aussi, puisque tu évoquais le cas de François Doss, c'est aussi un croisement des sources dans tous les cas, hein, de toute façon. Et ça, c'est pas, je dirais, propre à l'histoire des femmes et du genre. C'est la méthode historienne qui veut effectivement qu'il y ait ce croisement de sources différentes, de différents statuts, et puis aussi en n'ayant pas une seule source. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques, commentaires Merci pour votre présentation. Moi, je voulais juste revenir sur cet exemple des enfants et de leur éducation. On n'entend pas très bien. Ah, pardon. Non, mais c'est parce que ça parle. Vous m'entendez ? Excusez-moi. Oui, je voulais juste revenir sur cette histoire d'éducation des enfants à l'époque médiévale. Enfin, c'est très spécifique, mais ça m'a vraiment intriguée. Ce côté éducation complètement non genrée jusqu'à 7 ans. Et puis ensuite, et ma question c'était, est-ce que vous pensez que c'est dû à un fait très courant de l'époque, notamment la mortalité infantile par exemple, ou est-ce que c'est vraiment un seuil d'âge social qui était dessiné à cet âge-là Voilà. Juste avant qu'Isabelle réponde, je dois dire que ce n'est pas un phénomène qui est limité au Moyen-Âge. Le fait qu'on habillait les garçons avec des robes, des jupes, ça a duré très longtemps. Et si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver, je pense, facilement sur Internet, un tableau qui montre Louis XIV, roi viril par excellence et recordman du monde du règne le plus long, puisqu'il a fait plus fort que la reine Elisabeth II, sur les genoux de sa maman, avec une très jolie robe, dont j'ai oublié la couleur, rose peut-être, et un très joli petit tablier de dentelle. Voilà. À partir de quand on a déterminé par exemple par les couleurs, le rose et le bleu, qui est quand même encore très très présent dans les jouets, etc. Mais voilà. Oui, mais c'était pas ma question parce que je sais que ça a duré. J'ai un peu oublié votre question. C'était à quoi est dû ce seuil d'âge en fait Est-ce que c'est dû à la mortalité infantile de l'époque qui du coup est très répandu, donc on ne s'intéresse pas à faire une différenciation chez les enfants trop jeunes vis-à-vis de ça. Est-ce que c'est dû à un seuil d'âge social? Est-ce que Non, c'est pas social, c'est de la théorie éducative. L'observation, en fait, les théoriciens de l'éducation, les éducateurs qui écrivaient ces fameux manuels et qui observaient les enfants, s'étaient rendus, enfin, du moins, pensaient que jusqu'à l'âge de 7 ans, ils n'avaient pas la raison. Donc, ils n'avaient pas l'âge de raison, qui est 7 ans. Et que par conséquent, on ne pouvait pas les gronder, par exemple. Donc on ne pouvait pas leur donner la fessée. C'est un des conseils qu'ils donnent. Ça ne sert à rien, puisqu'ils ne peuvent pas raisonner. Alors je pense que ça participe de ça. C'est-à-dire que jusqu'à 7 ans, ils sont un peu informes, on leur apprend la marche, on leur apprend à parler, on les fait, on les éduque, on leur donne les premiers apprentissages. Et c'est à partir du moment où ils ont l'âge de raison qu'il va falloir les formater, et que là, le critère du genre va rentrer en jeu, entre autres. Voilà. Et juste ajouter pour l'Antiquité que un des traités les plus connus remonte au 1er siècle de notre ère. C'est le traité de Quintilien sur l'éducation des enfants. Et effectivement, c'est la barrière des 7 ans. Parce que c'est l'âge de raison, de l'intelligence, enfin, l'idée qu'ils sont à maturité finalement. Ouais. Et que là, on peut démarrer l'éducation. C'était très bien observé probablement parce que il découpait les âges de la vie, hein, les hommes, enfin donc l'infantia, la puericia, donc la petite enfance, l'enfance qui devait aller jusqu'à 12 ans. Ensuite, on entrait dans une zone qui était l'adolescentia, donc l'adolescence. Mais l'adolescence, les hommes du Moyen Âge la faisaient durer jusqu'à 25 ans. Or, les médecins vous diront que la maturité du cerveau, pour vous aussi, c'est 25 ans. Et on est quand même assez... Moi, je suis assez admirative du fait qu'ils avaient observé ça
dès au moins le Moyen-Âge, peut-être même dès Quintilien. Oui, mais de toute façon, en latin, l'adolescent, c'est celui qui va rentrer dans le cursus honorum chez les Romains. Voilà. Donc, en général, ils avaient plus de 25 ans. Oui, et d'ailleurs, c'est un grand débat sur un texte de César par rapport à Vercingétorix, parce que César le désigne comme adolescent. Mais en fait, tout le monde a cru que c'était le jeune Gaulois, mais en fait, il a probablement beaucoup plus que 20 ans. Il en a 25, voire peut-être 30. Donc, et cette différenciation, elle est marquée dès l'Antiquité. Et là, il y a effectivement le genre qui intervient, puisque à partir de ces 7 ans, on a une diversion entre filles et garçons, et avec une éducation qui est forcément différente. Donc c'est des choses qui remontent. Rien d'étonnant parce que les hommes du Moyen Âge reprennent les textes antiques, donc ils les transforment un peu, parce qu'ils les christianisent. Mais la base, on va dire, c'est quand même les auteurs antiques qu'ils vénèrent. Donc rien d'étonnant à cela. Merci. Je trouve que c'est bien de finir sur l'Antiquité qui est vénérée, en fait. Pour une antiquisante, c'est assez agréable. Mais il y a peut-être encore une question, je ne sais pas. Allez. Alors, en guise de conclusion, je vous demanderai pourquoi vous avez choisi de faire un manuel du genre en vous centrant sur l'étude des femmes en prisme du genre, et pourquoi avoir choisi, alors excusez-moi le verbe évacuer, en tout cas de ne pas vous centrer aussi sur l'histoire des hommes. Alors, moi, je commencerai par répondre. Après, je vous lance la possibilité de répondre. Je crois que l'idée, c'est de pouvoir arriver à écrire une histoire mixte, vraiment, avec hommes et femmes à part égale. Et il y a un retard à rattraper du point de vue des sources. C'est-à-dire que quand on veut écrire sur les hommes et sur les femmes, sur les différences sociales qui sont construites entre hommes et femmes, on travaille sur des sources, et jusqu'à présent, les sources utilisées par la majorité des historiennes et des historiens sont des sources qui mettent surtout en lumière la composante masculine. Et donc, l'idée, c'est que pour arriver à une histoire mixte, il faut rééquilibrer en disant il y a aussi ces sources-là, mais dans la plupart des chapitres, en fait, même je pense dans tous les chapitres, c'est hommes et femmes, c'est-à-dire que c'est toujours une comparaison, une balance. Mais après, sur les sources, on va mettre l'accent sur les sources qui vont effectivement permettre de contrebalancer. Mais je laisse mes collègues répondre aussi. Non, on inclut la fabrique du corps masculin, de la masculinité. Alors c'est vrai que l'historiographie, elle est beaucoup moins poussée. On peut s'appuyer sur beaucoup moins de travaux, puisque en général, l'homme, il est présenté comme le parangon de l'universel, et les femmes sont spécifiées. Donc il y a tout un travail pour déconstruire ce qui a été fait sur les femmes, mais c'est plus difficile de déconstruire ce qui a été fait sur les hommes, parce que c'était l'incarnation de l'universel. Donc voilà, il y a un retard de l'historiographie, mais oui, comme dit Adeline, tous les chapitres l'abordent. Par exemple, moi, sur le chapitre sur le féminisme, il y a des travaux qui montrent maintenant l'apport des hommes au féminisme, et la façon dont les catégories genrées masculin-féminin sont travaillées par le féminisme des hommes ou des femmes. Sur le chapitre sur la médecine, on compare la construction du corps masculin et la construction du corps féminin, même si on a moins de travaux pour s'appuyer. Oui, dans le chapitre récit personnel, c'est la même chose. Il y a par exemple un document du XVIe siècle sur la façon dont un scripteur rend hommage à son père et à sa mère, et la façon différenciée dont il traite le masculin et le féminin à travers son père et sa mère. Bon, mais c'est vrai, mais vous avez raison, Sandrine, c'est quand même l'histoire des femmes et du genre. Mais ça, je crois que c'est un parti pris. Je me souviens d'un article de Christine Barr sur les dénominations des intitulés de cours. Et donc là, on est à mi-chemin entre l'histoire des femmes et l'histoire du genre. Donc, et je rejoins Adeline, on a voulu peut-être combler de grosses lacunes, et puis d'autres poursuivront, là encore. C'est une étape. Voilà, c'est une étape. Oui. C'est vrai, mais vous avez raison. C'est vrai, vous avez tout à fait raison, d'autant plus que notre cours commun, Sylvie et moi, s'intitule Histoire des femmes et du genre. On n'a pas fait exprès d'intituler le livre de la même manière, mais inconsciemment, je pense que ça a dû jouer. Alors j'ai juste une petite question par rapport du coup à toutes les autrices qui ont contribué à la rédaction de cet ouvrage.
C'est du coup sur l'histoire des femmes et du genre, et je ne peux m'empêcher de constater que vous êtes que des femmes. Alors je voudrais juste savoir si cette absence des hommes pour cet ouvrage, c'est dû au fait qu'ils sont juste cruellement absents de tout ce qui est les recherches de genre, ou est-ce que c'était vraiment genre une démarche de vous toutes, de dire c'est l'histoire des femmes, on va juste faire une équipe de femmes pour penser à ça. Je crois qu'il y en a 3 ou 4. Non, je suis assez fière, pour l'Antiquité, on en a 2. Ouais, il y en a 3 en tout. C'est en fait lié à ce qu'on disait, c'est trouver des collaborateurs et collaboratrices qui travaillaient sur ces sujets-là, et donc par les réseaux. Moi, j'ai essayé de chercher un maximum d'hommes autour de moi aussi pour faire le plus de mixité possible, mais force est de constater que sur la plupart des thématiques qu'on a abordées, ce sont des chercheuses qui travaillent dessus. Enfin, en tout cas, dans le domaine de l'histoire ancienne, c'est assez épatant, et donc il n'y a pas... Enfin, je pense qu'il n'y avait pas du tout le projet d'exclure les hommes de ce projet éditorial. Mais bon. Et le troisième est canadien. Donc, il a fallu aller le chercher très loin. Non, là, mais je plaisante. Mais effectivement, il n'y a aucun ostracisme de notre part. Hein, c'est simplement... Mais, ah oui, c'est vous qui avez posé la question. Mais même sur les postes, quand on a un poste d'histoire des femmes, ce sont avant tout des femmes qui sont candidates. Hein. C'est ainsi. Si, on a, en médiéval, on a Didier Lett, hein, qui... Voilà. Après, on cite beaucoup d'hommes. Oui. Oui, mais il y a quand même peu d'hommes qui ne s'occupent que de ça. Non, les bibliographies sont quand même peut-être plus mixtes que les auteurs de l'ouvrage. Il s'agissait d'une rencontre avec Sylvie Chaperon, Sylvie Mouessé et Adeline Grand-Clément, co-autrices de l'ouvrage Histoire des femmes et du genre, de l'Antiquité à nos jours, édition Armand Collin, à la librairie Ombre Blanche, le 13 septembre 2022. Réalisation et mise en onde, Radio Radio.